Good morning, Jitex. C'est Oui, l'épilogue de cette édition 2026. Je suis en compagnie de Faisal Tadlaoui, Hicham Benani et de Hatim Shraibi. Justement, pour poser la question, comment est-ce qu'on exporte les startups marocaines à la Silicon Valley? On ne vous présente plus, les amis. Par contre, Hatim, je vais te demander de te présenter, de avec justifier plaisir. ta place dans cette émission, Avec s'il te plaisir. plaît. Justifier, je ne sais pas si je peux la justifier. C'est de la haute voltige. Là, tu as Mais, intérêt. mais content d'être Je avec rends vous. des comptes, s'il te Bien. plaît. T'es bien accueilli. Ouais. Quand même. Non, non, tu vois, très bien accueilli. Je te demande La clairement marocaine, qu'est-ce qu'on on fait est ici. hospitalier, exactement, exactement. Là, mais très content d'être avec vous sur cette émission des échos de l'info. Écoutez, moi, je suis marocain, basé aux États-Unis depuis 30 ans, trop longtemps. Et on a un accélérateur en fait dans la Silicon Valley. Donc on travaille avec beaucoup de startups, mais des startups notamment canadiennes et taïwanaises. Donc je suis assez impliqué dans l'écosystème innovation en général. Et depuis 1 an et demi, je rentre très souvent au Maroc bien sûr. Et je vois qu'il y a un potentiel énorme en technologie au Maroc. C'est un pays bien sûr, je n'ai pas besoin de vous le dire, vous le voyez au GTEX qui bouge beaucoup. Mais on a un potentiel technologique qui est absolument hallucinant. Et donc, on est en train de monter, en fait. On a déjà fait un premier close d'un venture studio qui a la particularité d'être entre le Maroc et la Silicon Valley. Donc, l'idée pour nous, pour vous donner un peu c'est de positionner l'écosystème innovation marocain immédiatement aux États-Unis. Ça, pour moi, c'est quelque chose de crucial. Donc, je sais que c'est une partie de la conversation d'aujourd'hui. Donc, voilà un peu le background. Justement, c'est à quelles conditions les startups marocaines deviennent lisibles, attractives et scalables au niveau international? Les exemples qu'on a, concrets dans la Silicon Valley, moi je dis toujours que la bonne technologie, personne n'a de l'exclusivité sur la bonne technologie. La bonne technologie vient de partout dans le monde. Quand vous voyez ce que fait l'UM6P aujourd'hui, l'école 1337, l'Akhawain, on a la technologie. Les exemples de réussite dans la Silicon Valley, donc pour moi, la technologie, elle peut venir de n'importe où dans le monde, la bonne technologie. Personne n'a cette exclusivité. Par contre, avoir de la visibilité dans la Silicon Valley est important. Pourquoi? Parce que l'appétit du risque et la taille des capitaux sont beaucoup plus importants. Et quand on voit les exemples, Taïwan et bien sûr Israël, c'est des gens qui se positionnent là-bas très tôt en termes d'être stratégique, de comprendre les besoins du marché et d'avoir des interlocuteurs qui sont des stratégiques pour pouvoir réussir et faire des exits. Donc pour moi, le Maroc, c'est un peu ce qui manque aujourd'hui. C'est-à-dire que la technologie est là, mais si personne ne le sait, c'est un problème. On peut avoir une excellente technologie, mais il faut pouvoir en parler et il faut être visible dans ces écosystèmes comme celui de la Silicon Valley. Faisal, tu as des questions à J'ai le poser, droit de hein? parler, j'ai le droit de poser des questions. Tu peux, Mais tu c'est trop peux. gentil. Tu fais des phrases courtes, s'il te De plaît. l'autorisation, c'est. J'ai l'autorisation. Bien. Ouais. Tu vois le mindset. Je vais parler de mindset dans quelques Ouais. instants. J'aimerais te poser des Bien questions. sûr. On est sur la Silicon Valley. Faut quand même redonner les chiffres pour qu'on ait une idée et comparer de ce qui est C'est comparable comparable, et bien qu'on sûr. sache de quoi on parle. On est quand même sur la 4e puissance économique mondiale. Si la Californie était un pays indépendant, Exactement. c'est quasiment 4100 milliards de dollars de Exactement. PIB. C'est juste Exact. impressionnant. Donc voilà. Hmm. On a près de 20 000 startups actives. Exact. On a près de 100 licornes qui dépassent en capitalisation 1 milliard de dollars. Exact. On a des décacornes aussi, qui Ouais. dépassent les 10 milliards. Ouais. Lorsque tu dis pouvoir faire un pont, la technologie existe, mais elle existe à travers le monde. Exact. Qu'est-ce qui va faire que justement la question de Saïd était ce pont-là que tu mets en place, Ouais. les compétences que tu vas trouver ici, Ouais. qui peuvent être partout ou ailleurs, on est Bien bien sûr. d'accord. Non, non, Qu'est-ce qui c'est- fait la différence? Est-ce que c'est la connaissance du marché? Est-ce que c'est l'ouverture? Est-ce que c'est la connaissance des besoins? Parce que l'accès aux capitaux, on va les trouver là-bas, Absolument. etc. Mais Absolument. comment un Marocain Bien qui sûr. va sortir, j'aime pas dire le mot lambda, mais Bien sûr. qui va être très bon dans la techno, etc., Absolument. va pouvoir trouver une idée qui va être scalable à l'échelle mondiale, à l'échelle des États-Unis, si jamais il n'a jamais mis les pieds. Absolument. C'est clair que c'est plus difficile pour quelqu'un qui est à Casablanca ou à Ben Guerir de le faire si on le compare avec quelqu'un qui est dans la Silicon Valley, qui est à Palo Alto, Mountain View ou San Francisco. Par contre, ce que je vais te dire qui est très intéressant, c'est qu'aujourd'hui, le monde devient de plus en plus virtuel. Donc moi, dans mon cas spécifique avec notre accélérateur américain, on travaille avec des startups canadiennes qui sont au Canada. Donc géographiquement, elles sont plus proches des États-Unis. Mais on fait des programmes où on les connecte avec des gens dans la Silicon Valley sans qu'ils aient besoin de déménager à la Silicon Valley, sans qu'ils viennent
d'être présent dans la Silicon Valley. Donc, on fait des programmes où une start-up qui est dans un certain secteur, on va essayer de trouver quelqu'un qui est dans ce secteur, qui a déjà eu une exit, pour pouvoir travailler avec cette start-up, donc lui donner la partie stratégique que cette personne n'a pas parce qu'elle est moins intelligente, mais parce qu'elle n'a pas été exposée, Oui. et aider cette start-up à se positionner très tôt dans la Silicon Valley. Moi, ce que je préconise, c'est qu'aujourd'hui au Maroc, d'ailleurs, c'est ce qu'on essaie de faire avec le Venture Studio. Aujourd'hui, dans la Silicon Valley, moi personnellement, bon, je suis là-bas depuis trop longtemps, mais je connais une centaine de Marocains qui sont dans des structures comme Salesforce, comme Facebook, comme Google. Moi, ce que je dis, C'est des Marocains qui sont venus d'ici qui sont ou est-ce venus que ici, c'est ouais. des Marocains qui ont grandi là-bas? Non. C'est des Il y a Marocains qui très sont peu venus de d'ici. Ouais, D'accord. Non, mais c'est important de Absolument. Non, je suis d'accord avec toi. Les États-Unis n'ont pas cette particularité. Donc, il y a très peu de Marocains de deuxième génération, troisième génération. Parce que les Marocains, elle est généralement en Europe. Maintenant, plus au Canada, à Montréal, on a des deuxième, troisième. Mais en Silicon Valley, on n'a pas. On a des Marocains qui sont allés à Stanford, qui ont décidé de rester, à Berkeley. Et il y en a qui étaient en Europe avec des structures comme Facebook et Google ou autres, qui ont été envoyés aux États-Unis pour leur capacité, pour ce qu'ils savaient. Comment ils sont perçus les Marocains dans la Silicon Valley? C'est pas une grosse communauté. Les Marocains, par rapport aux Chinois ou aux Indiens, restent une petite communauté. Mais la réputation, là. Oh, elle est excellente. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que les Marocains qui sont là-bas, c'est de la haute voltige. C'est des gens qui ont réussi, qui sont dans des grosses structures, comme je dis, et qui sont au niveau C-level. Donc, dans des structures comme Cisco, Salesforce. Ces gens-là, c'est les gens qu'on doit fructifier. Donc, pour revenir à ta question, c'est de pouvoir, c'est une sorte de les connecter avec les startups marocaines pour donner à ces entrepreneurs marocains. Moi, je dis les entrepreneurs marocains, technologiquement, sont brillants. Ça, il n'y a pas question. Après, il y a le côté stratégique et positionnement qui manque un petit peu. C'est normal, on ne sait pas ce qu'on ne sait pas. On doit être exposé, comme tu dis, à ces écosystèmes. C'est très difficile de dire je vais prendre 20 000 Marocains et les envoyer vivre aux États-Unis. Par contre, moi, j'ai une centaine de Marocains, dont le CTO de notre studio, qui s'appelle Ali Mouline, qui est quelqu'un de brillant, qui est prêt à mentorer ou à rentrer comme investisseur ou dans le conseil d'administration d'une start-up marocaine qui est dans son domaine. C'est quelque chose qui l'intéresse beaucoup. C'est une façon pour lui de donner au Maroc. Et il a une valeur ajoutée, une motivation. Parce qu'une fois qu'il prend de l'equity dans cette compagnie-là, la première chose qu'il va faire, c'est qu'il va il va en parler avec les personnes qui sont à Cisco. Il va la connecter, Exactement. etc. J'ai une question sur les levées de fonds. Parce que ça, c'est bien toujours sûr. cette espèce de Graal. Ouais, exactement. Ok, on entend telle startup à lever un truc, on a continué à lever sur tel marché avec tel fonds, truc, etc. $1 million. Mais j'entends très rarement parler de buy-out et de rentabilité par la suite. Est-ce que finalement, ça aussi, il est peut-être temps qu'on change un peu de narratif pour reprendre le mot qui est à la mode en ce moment sur les startups et revenir à la réalité donnée? Parce que finalement, on a l'impression qu'il y a des startups qui sont des machines à lever de fonds, mais pas des machines à créer de la valeur. Exactement. Qu'est-ce qu'il faut faire justement pour casser un peu ce... Et ça arrive partout. Hein. Oui, non. Aujourd'hui, on voit... On voit aujourd'hui, par exemple, les exemples de OpenAI. Et les levées dont on parle, mais elles sont mirobolantes. Oui. Et beaucoup de gens, d'analystes, je ne vais pas rentrer dans ce débat parce que je ne suis pas un expert dans le sujet, qui te disent, est-ce que OpenAI va devenir un jour une compagnie profitable. Et c'est déjà, mais on parle de milliards et de milliards de dollars. Aux États-Unis, comme ailleurs, il y a un mythe que les compagnies réussissent aux États-Unis. Parfois, je parle avec des entrepreneurs marocains, je commence à leur parler, ils me parlent d'un super projet qu'ils ont qui résout une problématique mondiale. Et ils me disent, voilà comment je vais commencer le Maghreb. Je vais être avec les Marocains. J'ai les États-Unis. Et ils me regardent parce qu'il y a un plafond de verre. Il te dit, c'est pas un plafond de verre, c'est un plafond de béton. Exactement. Un plafond de verre, c'est il y a même expression marquée, c'est habrask américain. Et je lui dis toujours, mais qu'est-ce que tu crois qui est américain que toi tu n'as pas? Tu vois, c'est une question, ils pensent que c'est un truc extra. Et ce que j'explique moi très clairement, c'est que les startups américaines, comme les startups marocaines, tu as 95% de compagnies qui n'arrivent jamais. Oui. Mais après, il faut avoir assez de startups pour avoir les quelques-unes qui émergent. Et celles qui se cassent la gueule, de toute façon, on apprend. Tu vois, là, on a grandi au Maroc avec une mentalité qui est très européenne. Les gens ne parlent pas de leurs échecs. Alors qu'aux États-Unis, si tu vas chez un VC et le gars, tu as un entrepreneur qui vient, qui présente.
Il te dit, moi, je me suis cassé la gueule. Moi, je me rappelle au début, quand j'arrivais au States, c'est les gens des jeux, ils me disaient, mais le gars, il est malade. Bien sûr. Pourquoi il me dit qu'il s'est cassé la... Or que quand tu parles à un VC américain, il te dit, le gars qui s'est cassé la gueule 7 fois, il sait beaucoup plus ce qu'il ne faut pas faire que celui qui ne s'est jamais cassé la gueule. Est-ce que, excuse-moi, ça, Je t'en prie, c'est ton émission, je Faisal. te dis que Tu es je chez parlais toi, de tu es chez mindset. toi. Merci. Tu peux arrêter de m'interrompre, s'il te plaît, parce que là, Même si tu prends le lead de l'émission. Voilà, bon, vas-y. parlons de mindset. Tu as toujours ta question? Justement. Bravo. Ouais. Bravo, Au niveau du Maroc. Ouais. On parle toujours du mindset. Ouais. Et là, tu viens de toucher du doigt Exactement. quelque chose d'essentiel. Exact. Alors, moi, je suis heureux qu'on ait pris à bras-le-corps dans notre pays la question de l'innovation dont on a commencé à parler. Bien sûr. Même si ça a été beaucoup au début de l'innovation de washing, Ouais. on a fait des hackathons, Ouais. etc. Ouais. Ça jouait son rôle, même Ouais, s'il n'y ouais, avait bien pas sûr. grand-chose qui en sortait. Puis bon, bref, peu Exact. importe. Mais la preuve, regarde. Ouais, c'est incroyable. On a des initiatives Morocco 300, on a des vraies pépites qui sortent. Ça commence. Mais alors, le mindset, comment on fait dans un pays comme le nôtre où le système éducatif, alors que ça soit le privé ou le public, Bien sûr. privé qui est souvent basé sur l'enseignement français, Exact. le public qui est le nôtre, Ouais. mais avec un mindset qui est Je peux, anti-entrepreneurial. Comment on change je les... peux répondre. Je vais essayer de répondre à la question parce que J'ai pas fini, mec. j'ai eu la chance de fréquenter Ali Mouline et Hatim Shraibi. Oui. Ils ont un mindset pour des gars qui ont des réalisations exceptionnelles par rapport, tu vois, à tous les Marocains. Ils ont un mindset, le Kouari Taihin, tu vois. Ils sont, tu vois, ils se mettent au niveau de tous et pas sur un piédestal, pas sur un moi-je. Et déjà, c'est ce mindset qu'on devrait un peu importer au Maroc, tu vois. C'est déjà, waouh, tu as atteint le plafond de verre. خليك معنا خويا. Tu n'as pas besoin de passer de l'autre Système côté. pyramidal, quoi. Mais moi, ma question, c'est ça. Quand on est dans un système qui, déjà depuis le démarrage, Ouais. on conditionne un enfant, puis un collégien, puis un lycéen à tout simplement obéir Absolument. et être eux. Et après, à 20 ans, on lui dit, mais change le monde, Exactement. innove, disrupte. T'as tout à fait raison. Et là, on est là, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il doit faire? Exactement. Exactement. Anna, bon, ça, moi, ça prend des générations. Et c'est normal. Tu vois, moi, j'ai vécu 30 ans aux États-Unis. Les gens, quand je suis arrivé aux États-Unis, les gens m'aidaient, ça arrive sans rien me Ça t'a demander. pris combien de temps à l'époque Déjà, déjà pour- j'arrive aux États-Unis, ils continuent de me louer. C'est-à-dire les gens m'offraient de l'aide. Et quand tu grandis dans un système américain, il n'y a rien de mal à ça. Je te disais, mais qu'est-ce qu'ils veulent de moi? Oui. Ça m'a pris un bout de temps pour comprendre que pay it forward. C'est-à-dire que un gars qui t'aide, il y a un investissement à long terme. Oui. Il peut, alors, et ça m'est arrivé des gars qui m'ont aidé très tôt dans ma carrière, qui aujourd'hui me téléphonent et me disent, mon fils vient de sortir de l'université et Oui. cherche, est-ce que tu... Exactement. Au Maroc, C'est un peu à la marocaine aussi, ça, mais d'une autre manière. exactement. La marocaine, c'est tout de suite. Il n'attend pas 10 ans. Exactement. C'est une chouïa. Là. Mais ce que tu dis est absolument vrai. Ce qui me sidère au Maroc, moi, de base, dans le cadre de ce qu'on fait, on parle à beaucoup de Marocains qui ne sont pas généralement des gens de la mission, mais qui m'épatent par leur niveau d'anglais, par leur... ils sont socialement ouverts, Mhm. ils sont ambitieux, et je pense qu'on a de la chance qu'aujourd'hui, avec la technologie, ça change très rapidement. Et parfois, je vais dans des pitch stations, je travaille avec des accélérateurs. C'est-à-dire qu'on a, le nombre d'accélérateurs commence à devenir de plus en plus important, et ça, pour moi, c'est incroyable. Ça ne va pas arriver du jour au lendemain. Mais on parle d'une population de 40 millions, c'est-à-dire que pour arriver à sortir ces entrepreneurs, il nous faut de plus en plus d'accélérateurs. Le technoparc fait son travail. La vérité, ce qui se passe, c'est parfois quand tu as ça, les gens veulent toujours plus. C'est-à-dire, mais écoute, on fait avec les moyens de bord, on investit, et je crois que faut juste voir d'où on vient. absolument. Où est-ce qu'on est Ah, aujourd'hui là, je et dis toujours, d'apprécier le chauffe. chemin. Hein. Les Marocains qui avaient... Moi, aujourd'hui, je dis beaucoup de Marocains. Quand tu vois le Maroc, en termes d'infrastructure, ce qu'il construit, les gens aujourd'hui, aux États-Unis, they take it for granted. Les Marocains qui habitent ici, tu dis, oh, c'est normal. Oui. Mais Ouais, si c'est jamais ça. quelqu'un, il y a 20 ans, il t'avait dit il t'a dit, on va voir ça, Impossible. des deux plus grands ports d'Afrique, on va être en compétition avec l'Espagne. Ouais. Tu aurais dit, Ouais, arrête. souvenez-vous, quand on a fait Casarabat sur Non, l'autoroute c'est la là- première fois, Exactement. à quel point on a La senti dernière fois, on était à Ben Grir, j'étais à Ben Grir, à Ouais. l'UM6P de Ben Grir, Ouais. sous le dôme. Et il y avait des étudiants. Et puis, bon, ça a vu notre grand âge qui Ouais, commence à ouais. venir. Bon, on commence à mûrir. Et ces étudiants qui étaient là-bas, c'était intéressant de leur dire, mais vous savez, il y a 20 ans, ici, il n'y avait que DOS. Ça, Choix. 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 Ouais. Quand on est à la Marrakech, exactement. Et Ah, c'est vrai que Belgrade, Ce que tu m'avais dit hier en off, donc je l'ai. avec tout le Je me suis respect, fait- que il y a pour les toujours gens choix, de Grir, assurément. Et c'était ça. Et jamais imaginé à l'époque Exactement.
par exemple, si je disais à Walid Rahman qui nous passait là-bas pour aller à Marrakech, de dire qu'il y a aujourd'hui, là-bas, un écosystème, technologique, d'innovation, d'éducation, de savoir, de recherche et d'éducation. Non, et le niveau, c'est-à-dire que je vais vous donner une petite anecdote. Il y a quelques années, on a travaillé sur une joint venture entre une compagnie américaine et qui voulait distribuer au Maroc. Ils sont dans tout ce qui est ADN, ARN, très poussé. Le gars a un PhD, Tayara en fait. Et donc, on commence. Il m'a demandé, Hatim, au début, aidez-nous à distribuer en Afrique. Quand on est venu au Maroc, en fait, c'est parce que ces produits sont des produits de qualité et il a vraiment une valeur ajoutée qui est énorme. Le prix de ces tubes de prélèvement de sang et de salive sont beaucoup plus chers. Mais on a trouvé quelqu'un, il nous a dit, écoutez, pourquoi on trouve un partenaire marocain? Il y a des facilités, le ministère de l'Industrie, le ministère de l'Investissement qui nous ont beaucoup aidés pour produire au Maroc. Tu as des accords de libre-échange dans le Bohème. On avait tout ça, on a commencé à parler de l'UM6P. Et donc, il vient et on va à l'UM6P. Et l'UM6P, ils nous font une visite. On quitte, on est dans l'avion en train de revenir aux États-Unis. Et le gars travaille avec Stanford, MIT, avec les grosses. Il a un PhD aux États-Unis. Il me dit, Hatim, en anglais, il me dit, Hatim, je vais être honnête avec toi. Quand tu m'as emmené à l'UM6P, il m'a dit, j'ai vu beaucoup d'universités dans les pays arabes. La vérité, je ne m'attendais pas à grand-chose. Il m'a dit, j'ai été bluffé sur les projets sur lesquels il travaille. Oui, surtout. Parce que les infrastructures, tu mets de l'argent, tu peux exactement. Le faire. Ce qui est important, c'est ce qui se passe à l'intérieur. Donc, quand il est allé dans les différents départements, il parlait avec les gens qui possédaient dans les départements. Et il trouvait des gens qui venaient des universités. Donc, je pense que là, ils ont fait un excellent travail. Il m'a dit, Hatim, j'ai été bluffé. C'est des choses que moi, je n'aurais pas pu juger parce que je ne suis pas technologiste et je ne suis pas scientifique. Donc, moi, ils auraient pu aller et me dire ce qu'ils voulaient. J'aurais cru, j'aurais pas cru. Et il m'a dit la vérité, Hatim, je pensais que j'allais être devant un truc. Il m'a dit, c'est une affaire qui roule. C'est le problème des universités comme l'UM6P, c'est qu'ils veulent être le moteur de l'économie marocaine. Mais c'est difficile de tirer tout le monde. C'est-à-dire qu'ils font ce qu'ils ont à faire, mais on doit multiplier les initiatives, le nombre d'accélérateurs, d'incubateurs, et d'être visible à des investisseurs dans la Silicon Valley. Moi ce qu'aujourd'hui je dis, ce qui est important, c'est que si tu fais des trucs extraordinaires au Maroc et personne ne le sait, ça, il faut communiquer. Je voudrais inverser un peu la thématique. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut espérer, dans les années à venir, avoir pas des startups qui vont dans la Silicon Valley, mais une Silicon Valley au Maroc? Absolument. Est-ce qu'on sera prêt? Est-ce qu'on est prêt? Est-ce qu'on est assez mûr? Disons que ça dépend de la taille de ton écosystème. La première chose, c'est-à-dire que si tu as assez d'entrepreneurs marocains qui réussissent, et même pas juste des unicornes, des sorties. Plus tu as de sorties marocaines, plus les gens vont être intéressés par le Maroc. Moi, ce que je dis aux Américains, et c'est pas facile de leur dire, venez au Maroc. Le Maroc, c'est peut-être le 5 ou 6e marché plus important d'Afrique. Ok, pas de problème. Mais ce que je dis aux Américains, c'est que c'est un pays qui a une infrastructure qui est extraordinaire, qui a une super stabilité et qui a des réseaux en Afrique. Donc moi, quand je suis aux États-Unis, je ne vends pas le Maroc. Je viens de la machine du Maroc. Mais viens au Maroc pour aller vers l'Afrique. Je pense que ton point, c'est que le Maroc, on peut devenir la Silicon de l'Afrique. Et on est bien positionné pour ça. Mais pour ça, encore une fois, il faut qu'il y ait beaucoup d'Américains dans la Silicon Valley et ailleurs qui le sachent. Moi, j'étais il faut surtout, je me permets, parce que hub vers l'Afrique, ok, mais il faut qu'on renforce et qu'on facilite aussi les déplacements en Afrique. Il faut qu'on facilite la connaissance des marchés. Il faut qu'on facilite. Alors, nous le sommes d'un point de vue diplomatique. Tout ce qu'a fait Sa Majesté est incroyable. Le retour avec la diplomatie en Afrique, etc. Hub vers l'Afrique, la présence de banques marocaines en Afrique, ça, on ne revient pas là-dessus, bien sûr. Mais pour les entrepreneurs, pour les startups, pour les acteurs, ça reste encore. Il y a des barrières qu'il faut faire sauter pour que justement. Absolument. Et ça, j'espère, dans la décennie qui vient, même avant. Absolument. Il y a 2 semaines, j'étais à l'African Diaspora Investment Symposium. Donc, c'est un sommet d'investissement d'Africains à haute valeur ajoutée aux États-Unis. Ce qui est extraordinaire pour moi. C'est les Africains qui investissent aux États-Unis. Qui investissent, qui sont aux États-Unis, qui habitent aux États-Unis et qui veulent commencer à investir en Afrique. Et l'un des freins, comme tu l'as dit, c'est les gens parlent de l'Afrique comme si c'était une entière, alors qu'il y a une fragmentation. Et dans un des panels, il y a un des gars qui dit, écoute, moi je suis basé, je crois qu'il était au Rwanda, et il travaillait avec un pays limitrophe. Et il m'a dit, il y a des choses que lui doit envoyer à Singapour pour qu'il revienne. Qu'il refasse le tour. Et il m'a dit, en termes de coûts, ça c'est le problème de l'Afrique. Donc quand tu parles en américain, tu dis le potentiel de l'Afrique, il n'y a pas de doute.
je crois que la statistique, c'est en 2040, 25% de la population active mondiale va être en Afrique. En 2040, il y aura plus de jeunes technologistes en Afrique qu'en Inde et en Chine réunis. Donc ça, c'est des statistiques que quand tu dis, attends. Mais le challenge, ça serait Exactement. que cette tech serve Je pense que à ça développer va l'Afrique plutôt qu'à essayer écoute, encore une fois, de partir tu sais, vers le... l'IA, c'est un peu ça en fait. On te dit, c'est là où il y a un potentiel, comme par exemple le Maghreb, il y a 30 ans, les gens construisaient les poteaux pour le téléphone fixe. Et à un moment, quand le téléphone, c'est beaucoup plus facile de vendre le téléphone mobile au Maroc parce que moi, ils ont dit on arrête de. Et donc l'Afrique a l'avantage, il y a moins de résistance, que ce soit dans la fintech ou dans d'autres domaines, que des pays comme l'Europe ou les États-Unis où il y a déjà une infrastructure. Et donc, ils ont du mal à aller. Ah oui, parce que nous, on Nous, on va va sauter bypasser. des jalons. Exactement. Voilà, on bypass. Et là c'est le potentiel énorme de l'IA en termes d'unifier l'Afrique. Et là, le potentiel est énorme. Et le Maroc doit se positionner. Moi, quand j'ai parlé à un Américain, je lui dis, regarde, tu vois Miami pour l'Amérique du Sud, l'endroit où tu veux te baser, où tu as une bonne infrastructure pour attaquer l'Amérique du Sud, ça doit être le Maroc. Ça doit être le Maroc pour l'Afrique. Et c'est comme ça qu'on doit faire pour positionner le Maroc avec des Américains. Le Maroc n'est pas encore Miami, mais bon. Ouais, la vérité, il y a des endroits où tu te dis peut-être que oui. Ouais. Ouais, il y a des endroits. Tu vas à Marrakech, par exemple. Marrakech, le Maroc devient de plus en plus visible aux États-Unis. Les gens veulent venir à Marrakech, veulent aller ailleurs. Et tu vois au tourisme. Grâce à l'équipe de foot aussi. Il y a une belle vitrine, il faut le dire. y a une super CAN, il y a le mondial qui arrive, comme on le sait. Donc, Et quand ça va accélérer. Quand je me disais que nous, parfois, on ne réalise pas ce qu'on a fait. Je parle du Maroc. Quand les gens te disent le nombre de touristes qu'il y a au Maroc aujourd'hui, si quelqu'un te disait 20 ans, tu te disais, c'est impossible. On était entre 1 million et là, on est dans les, je sais pas, 12, 20 millions. Non, plus. Combien on a fait l'année Je dernière? crois qu'on est le pays africain, on est le premier aujourd'hui. On a des premiers pays en termes de touristes. Faisal, combien de touristes au Maroc en 2025? Combien de touristes au Maroc en 2025? Je pense qu'on est déjà, on a dépassé la barre des 20 millions. Ah, tu vois, moi je crois que c'est pas dépassé la barre des 20 millions et des objectifs, bien sûr. Et je crois qu'on est premier en Afrique. Je crois que j'ai lu récemment. Alors, Donc, je ne connais pas le classement, Ouais. mais on a dépassé la barre des 20 millions. La CAN a joué son rôle. Et puis, Bon, un bilan de ce Jitex. Positif, il faut continuer. Mais est-ce que ces événements. Toi, tu veux en tant qu'investisseur? Bien sûr, pour Qu'est-ce voir que tu les startups. Et qu'est-ce que tu en as pensé? En termes de qualité technologique, c'est incroyable. Le pouvoir, ce que tu disais sur la fragmentation de l'Afrique, des événements comme ça permet aux Afriques, exactement, d'être ensemble, de comprendre les problématiques et comment les résoudre. Donc, en termes de réseautage, c'est un événement extraordinaire. Et donc, et en fait, quand tu dis Jitex Africa et que les Américains l'associent avec le Maroc, ça aide ce dont on parle, c'est-à-dire de positionner le Maroc comme la porte d'entrée de l'Afrique. Pour moi, c'est clair. Moi, je vais répéter peut-être ce qu'on a dit dans d'autres émissions. Positionner le Maroc comme hub, capitale africaine de la tech pendant ces 3 jours. Mettre en évidence, mettre en contact, on va dire, des investisseurs avec des idées, pouvoir se frotter justement au monde de la tech aujourd'hui, qui est très professionnel, moins grand public que ce qu'on a pu voir dans d'autres Jitex. C'est pas plus mal. Moi, je pense qu'on pourrait le resserrer encore, que ça soit un peu moins grand. Alors, contrairement à ce que disait peut-être le gigantisme, pour moi, ça peut être. C'est un chiffre d'affaires. C'est vrai. C'est de l'événementiel. C'est une boîte d'événementiel qui a organisé Jitex. Elle a juste trouvé le bon filon. Moi, je vois, ils sont partout dans le monde. Au Brésil, en Serbie, à Dubaï, à Abu Dhabi, à Singapour. C'est pas le sujet. Moi, je veux dire, c'est un bilan positif sur la capacité, encore une fois, à installer un salon comme ça au Maroc, qui est dans la droite ligne de la capacité du Maroc à organiser de grands événements internationaux. Ensuite, le bilan, le vrai bilan, et c'est toujours à chaque fois qu'il y a le Jitex, c'est de voir s'il y a des deals, s'il y a du business qui est fait. C'est les levées de fonds. Il faut le voir après. Ça, c'est pas maintenant. Tu veux investir après le Jitex? C'est pas maintenant qu'on va faire ce bilan. Il y a beaucoup de startups avec qui je vais travailler, c'est clair. Donc, pour nous, dans notre optique, tu as celles qui sont très early stage, qu'on veut accompagner du début, et il y a les scale-ups, celles qui ont déjà un proof of concept et qu'on veut aider à positionner aux États-Unis. Et d'ailleurs, on a un mandat qui est clair, c'est d'être de façon très humble et très à notre taille, d'être un peu le pont entre le Maroc et la Silicon Valley. On y croit fermement.
pour finir, parce que j'ai dit très positif, parce que C'est Faisal. un petit moins, mais un qui est une non. recommandation. Si, Tu vas pas casser l'ambiance. je casse pas l'ambiance, mais à un moment donné, il faut dire les choses telles qu'elles sont. On est dans un haut salon de la tech. Une fois qu'on est à l'intérieur, c'est juste monumental, c'est magnifique, tout fonctionne, c'est parfait, etc. J'aurais aimé tout simplement qu'on confie le crowd management à l'entrée et les accès à une start-up, parce que je pense qu'il y a eu beaucoup de bad buzz. à ce niveau-là, de bad buzz. Faut le dire, mais en même temps, une fois qu'on est dedans, c'est juste magnifique. Par contre, on est dans la technologie. Confier à une start-up marocaine la mission de gérer le management de l'entrée Voilà un projet et d'investissement. fluidifier, et ça sera là parfait. Voilà, je dirais. Voilà. Absolument. J'allais justement Hicham. parler de ça, Faisal. C'est dommage qu'il y ait eu ce bad buzz parce que ça a un petit peu, entaché tout ce qu'on a Ça dit fait de positif les sur le nous et les GITEX. eux. Surtout vois, sur les réseaux sociaux, on le sait, quand il y a Ceux qui quelque rentrent, chose de ceux qui rentrent négatif pas. comme ça, il y a beaucoup de posts, d'images qui passent sur les réseaux sociaux où les gens vont retenir que ça. Moi, je pense que finalement, c'est un mal pour un bien. On va retenir ce qui s'est passé et l'erreur ne sera pas faite à nouveau l'année prochaine. Donc, je pense que ce sera réglé. Maintenant, ce que je retiens aussi à mon niveau, c'est tout comme l'année dernière, mais j'ai l'impression que c'était encore plus fort. On est en train de parler d'IA, de technologie, etc. Et on est finalement dans un espace très humain, très vivant, où on a l'impression d'être dans un ordinateur, où on a rencontré beaucoup de personnes en même temps. Et le côté humain du GITEX, finalement, dans cette technologie-là est extraordinaire. Donc, tu retiens l'humain dans le GITEX. C'est sympa. C'est ça qui est. J'apprécie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour faire confiance, aujourd'hui, moi j'ai besoin de te voir, te serrer la main, Ah non, de pas lui, prendre un café. Non, moi, au contraire, je veux plus vous voir. La Tu blockchain. as tout à fait raison. Je vais te dire, moi, quand je viens ici, et même quand je rencontre des startups à Casa, ce que j'adore, c'est que j'apprends autant d'eux qu'eux apprennent de moi. C'est-à-dire, c'est tellement inspirant de voir le dynamisme de ces gens-là en live. C'est ça le mindset. Absolument. C'est ça que je retiens et qui est beau et qui permet aussi de. Moi, je reçois des messages LinkedIn et les gens viennent au stand et on discute avec eux et on fait leur connaissance. Donc, ça, et donc, ce GITEX permet de nous réunir pendant 3 jours et de rencontrer. On n'a même pas finalement eu assez de temps parce qu'il y a une longue liste de gens qu'on aurait encore envie de voir avec. Bien sûr. Mais ça va tellement vite. L'année prochaine, on fera un live de 6 heures, Charles. L'année prochaine, tu seras remplacé par un robot. Par un robot, super. Voilà. Eh ben, tant mieux pour moi. Pas aussi beau gosse, mais un petit robot beau gosse. Il y aura un Mohim de l'info peut-être en direct du GITEX. Il y aura certainement on en parle avec plaisir, les amis. Moi, j'aimerais remercier la régie. Yassine, Zak, Drari Kamlin, vous avez fait un travail extraordinaire. Merci beaucoup, Al-Drari. Et vous remerciez vous et remercier. Moi, je veux remercier les échos et le travail que vous faites. Voilà. Parce Avec que grand plaisir. c'est une partie du travail qui doit être de parler même aux États-Unis. Cette émission, on va aussi l'envoyer pour encourager que les Marocains qui sont aux États-Unis. On va la traduire avec lui. Exactement. Bien sûr, ça se fait. Exactement. Bye bye. Merci beaucoup. Je te laisse conclure, vas-y. Allez, je vais te faire plaisir. Merci. Hatim, merci. Merci à vous.